comparatif de géant, je le disais, entre le Samsung Galaxy S25 Ultra S23 et l'iPhone 16 Pro Max. On va passer en revue les téléphones à travers différentes grandes thématiques que vous pouvez retrouver sur nos tests. Et on va commencer notamment avec le design. Alors j'ai pas le. En fait, je voulais mettre un jingle gling gling ring, mais en fait j'ai pas le Steam Deck. Mais je pense que le câble est trop court. C'est bon. Merci Arnaud. On va passer tout de suite avec le design. Je vais donner la parole. Je vais commencer par toi, Ulrich. Non. On va commencer par le S25 parce que c'est lui la nouveauté quand même. Donc on va commencer. À toi l'honneur, Galaxy S25 Ultra. On va parler un peu du design. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce design ? On est sur un téléphone qui coûte plus de 1400 balles. 1400 balles. Pour la version de 256 Go. Parle-nous un peu du design et après on va un peu le confronter du coup au design de l'iPhone 16 Pro Max. Eh bien écoute, le Galaxy S25 Ultra se rapproche beaucoup plus des autres Galaxy S25. C'est au déplaisir de certains. Moi je trouve que c'est pas une si mauvaise idée pour être plus dans l'air du temps et tout, d'arrondir les coins, d'arrondir les angles et d'avoir les tranches plates. Et surtout, en fait, ces petites évolutions, elles permettent, parce que je pense que c'est ce que des gens sont intéressés quand ils veulent un grand téléphone aussi, comme le S25 Ultra, sans chambouler le gabarit du téléphone, on améliore le design mais on le chamboule pas, on a un écran plus grand à 6,9 pouces au lieu de 6,8 pouces et pourtant les dimensions sont très similaires au précédent Ultra et tout et restent similaires aussi à un iPhone 16 Pro Max qui n'a pas un écran de 6,9 pouces. Il est à combien alors de pouces la diagonale d'écran de l'iPhone 16 Pro Max Il me semble. Oh, je sens qu'il n'a pas révisé ses gammes. Si. 6.8, non L'iPhone 16 Pro est à 6,9 pouces. Ok. Pro Max. Un Pro Max, oui, pardon, oui, c'est bien le Pro Max. Autant pour moi. Donc, ce qui explique peut-être que Samsung, du coup, a rajouté un 0,1 pouce. Mais bon, l'iPhone, ça reste l'iPhone. C'est un peu comme Samsung. Le design évolue par subtilité. Donc, on a depuis 3 ans, 3 générations à peu près, le même design chez Samsung. Un peu plus sur l'iPhone, c'est dur. On a un design en titane, donc comme le Galaxy. Les bords sont encore plus arrondis. Ouais. Et la particularité de l'iPhone, c'est que Apple a décidé chaque année de nous rajouter un bouton sur les tranches. Donc vous allez voir, sur le Galaxy, il y a une tranche qui est complètement vide de boutons. Ici. Voilà. Alors que sur l'iPhone, on a eu le bouton caméra qui a été rajouté. On a le bouton action qui avait été ajouté précédemment. Les générations. Du coup, on a un peu partout. Un peu trop. Je clique. Alors j'avoue, je suis peut-être là pour défendre Apple, mais j'avoue, je clique des fois sur les boutons sans faire exprès. Pour avoir. C'est problématique ça quand même. Pour l'avoir utilisé. On peut les désactiver. Oui, mais du coup, tant pis. À quoi ça sert de les avoir mis? C'est dommage. Ça fait un peu trop de boutons, je trouve, moi, côté iPhone 16 Pro Max. Par contre, en effet, clairement, l'inspiration de Samsung, elle sait qu'il voit ce que font Apple. Bien sûr. Il voit ce qui marche aussi chez Apple et tout. Et il s'en inspire. Alors, par contre, pas de bouton action, en effet, pas de bouton caméra, qui était d'ailleurs très critiqué sur les iPhone 16. On était sceptiques et finalement on l'est moins aujourd'hui. On pense que c'était pas nécessaire en vrai. Oui, voilà, donc. Bouton caméra. Oui, voilà, donc on est toujours sceptique par rapport à ces boutons. C'était une idée de Sony et il n'y avait que Sony. Maintenant on comprend pourquoi il n'y avait que Sony. Ouais, et du coup, et surtout Sony, il n'y avait pas le bouton action, je crois, à côté. Donc là, ils ont en fait une redondance entre le bouton action et le bouton caméra parce qu'avec le bouton action, on peut aussi déjà déclencher l'appareil photo, même s'il y a plus de fonctions. C'est le bouton action qui est personnalisable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que le pseudo bouton action du Galaxy S25 Ultra, c'est le bouton qui permet de lancer Gemini, donc de lancer l'assistant vocal, l'intelligence artificielle, alors que sur l'iPhone, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Si je décide par exemple d'associer ce bouton à Perplexity parce que j'utilise Perplexity pour l'IA ou Claude d'Anthropic, je peux le faire.
et je peux faire d'autres choses avec ce bouton. Okay. Ça, je trouve que la liberté, c'est pas l'habitude d'Apple, mais là, pour le coup, on est libre de l'associer à ce qu'on veut. Alors que nous, c'est en effet sur le S25 Ultra, c'est Gemini. Mais ça, c'est plutôt côté. Enfin, oui, c'est un mélange design et logiciel. Pour moi, c'est un point fort de l'iPhone de pouvoir être plus libre de faire ce qu'on veut des boutons. J'avais une question aussi, juste pour le bas de l'écran. Est-ce qu'il y a des bordures assez marquées ou pas côté iPhone? Parce que je sais que Samsung, là, ici, ils ont fait un effort encore. Enfin, ils le font depuis quelques générations sur les Ultra en termes de bordure d'écran. Je ne sais pas à quel point. Les bordures, alors c'est marrant parce que les bordures sont plus épaisses sur l'iPhone, mais chaque année ils l'affinent. Ouais, bah, pareil sur Samsung, donc là j'ai l'impression que c'est quand même. Franchement, c'est deux appareils très similaires. Et d'ailleurs, on regarde ces deux versions. Je sais pas si les deux en titane, d'ailleurs, tu vois. Il y a des similitudes. Fusion sur l'écran de Greg plutôt. Regardez, ça va être la. Et bah là, regardez, on a vraiment deux coloris très similaires. J'ai 3000 balles de matos devant moi. Un peu plus brillant, un peu plus bleu sur le Galaxy S20. C'est deux produits très très similaires. Et deux très beaux produits, on peut le dire quand même. C'est des magnifiques produits. Ça allège. C'est plus léger côté Samsung par contre. C'est 218 grammes contre 227 grammes. Donc voilà, on est sur du détail. Hein, mais voilà. On va passer aux écrans. Alors, on le sait, hein. Alors c'est assez rigolo parce que c'est Samsung qui fabrique les écrans qui font une bonne partie en tout cas. Je crois qu'ils ont aussi LG des fois, mais. Donc en fait, là, on est sur deux magnifiques écrans. On va commencer par l'iPhone 16 Pro Max. Qu'est-ce qu'il a cet iPhone 16 Pro Max pour le niveau il a ce qu'on demande aujourd'hui, un écran AMOLED, c'est-à-dire il a un taux de rafraîchissement qui est adaptatif de 1 Hz à 120. Comme le Galaxy S25 Ultra, il a de l'AMOLED comme le Galaxy S25 Ultra, il a une définition, une résolution Retina. Là, on parle de résolution, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas discerner les pixels à l'œil nu. C'est ça la définition. Comme le Galaxy S25 Ultra. Et bon, là, je vais du côté de Samsung parce que le Samsung, il a un truc en plus. On en a parlé. Les données de la calibration, la luminosité est un peu plus importante sur le Samsung. Mais c'est assez similaire. Par contre, le Samsung, il y a un truc en plus. Le côté un petit truc en plus. Pour, le côté traitement de la réflectance, je crois que c'est ça le terme. La réflectance. La réflectance. Et donc, en gros, chez Samsung, depuis l'année dernière, il y a ce revêtement particulier qui permet de limiter les reflets des lumières extérieures sur l'écran. C'est moins marqué sur le S25 Ultra. Ils ont dû faire quelques petits changements pour des raisons techniques et de longévité du revêtement de l'écran. Donc elle est moins marquée, mais elle est toujours intéressante sur la S25 Ultra. Et en vrai, c'est toujours très très pratique ce côté. Par contre, on est toujours. On compte comme ça, mais sur l'iPhone, c'est un défaut. Voilà. Le reflet, ouais. Trop de reflets sur l'iPhone. C'est pas gênant à l'intérieur comme ça, mais dès qu'on est en plein soleil, on est obligé de booster l'humidité à fond. Du coup, ça réduit l'autonomie de la batterie. Ouais. Voilà. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les reflets, plutôt se diriger vers le Samsung pour l'écran. Après, du reste, ça ne dérange pas. Ça reste deux magnifiques. Ça reste deux écrans magnifiques avec 120 Hz, hyper bien calibrés, tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de mieux sur le marché. Oui, en vrai. Et enfin, on peut aller sur du 144 Hz. Il y a des smartphones qui font ça, machin et tout, voire au-delà. Mais en vrai, 120 Hz, ça va largement suffire à plein de gens. Et le 144 Hz, il y a l'argument gaming des fois et tout, que je trouve un petit peu pas toujours parlant. En termes de luminosité max, on est très bon aussi sur les deux. Je dirais juste que peut-être sur iPhone, il y en a qui vont peut-être apprécier le côté True Tone qui fait le taf pour toi. Chez Samsung, tu as quand même accès à plus d'options de couleurs et tout. Mais ça, voilà, ça va être du choix. Tu défends Apple. Oui, non, mais moi, je suis d'accord, le True Tone, il fonctionne bien. Et par contre, ce que j'aime moins sur l'iPhone, c'est que ce Dynamic Island, cette énorme l'île dynamique, donc cette énorme trou noir, elle est vraiment grosse sur l'iPhone. Moi, je la trouve plus discrète sur le Samsung. Donc il n'y a pas de Dynamic Island sur Samsung, mais le poinçon est. Que l'énorme la trou noir sur l'iPhone. Mais il n'y a pas de reconnaissance faciale 3D. Effectivement, on peut pas. Et par contre, on a un capteur, et ça c'est important, d'ultrasons pour l'empreinte digitale sur le Samsung Galaxy S25 Ultra, qui est diablement efficace. Qui d'ailleurs n'a pas besoin d'éclairer le doigt. Non. Ça dépend. Si vous préférez Face ID parce que vous préférez la reconnaissance faciale, l'iPhone est meilleur, plus sécurisé. Par contre, il y a le lecteur d'empreintes digitales très efficace. Et qui convient à beaucoup de gens quand même aussi.
Donc, et moi j'apprécie quand même bien la personnalisation d'écran que tu peux avoir sur Samsung. Il y a pas mal d'options, tu fais un peu ta tambouille, mais là on est un peu sur le classique vieux débat Apple Android. En gros, sur iOS ils font le taf pour toi avec True Tone, et sur Samsung il y a quand même beaucoup d'options, et au moins tu peux avoir plus de choix. Tu parlais d'iOS, et c'est là on va passer à la suite, c'est l'interface logicielle. C'est ce que tous les opposent sur cette partie-là. One UI 7 d'un côté, iOS 18 de l'autre. Alors là, on est vraiment sur deux mondes à part, quoi. Alors, reçu une notification. J'avais oublié de mettre un. Qui nous appelle en plein live. One UI 7. Pour info, on va y revenir dans 2 semaines dans la prochaine émission Unlock plus en détail avec un vrai retour d'expérience. C'est vrai qu'on est sur quelque chose de très différent et de très appréciable. iOS 18 contre One UI 7. C'est ça. On va commencer par One UI 7 avec Omar. Tu vas t'énerver, Grégoire, parce qu'on va encore être en mode avec Ulrich, c'est très proche. Mais c'est finalement, enfin bref, on y reviendra un peu après, mais le One UI 7, clairement, c'est une grosse mise à jour par rapport à One UI 6. C'est pour ça qu'ils ont mis. Disons qu'elle est bienvenue. Elle est bienvenue, exactement. Déjà, enfin, je sais que One UI, c'est quand même une interface très appréciée par notre communauté. Quand j'en parle aussi, on avait fait un sondage il y a quelques temps maintenant. Le choix, la personnalisation. Même, et je pense aussi à le côté savoir router, parce que Samsung est la marque qui vend le plus de téléphones, et du coup, je pense qu'il y a aussi le côté zone de confort aussi, et en effet, beaucoup d'options. Mais c'est vrai qu'elle se faisait un peu vieillissante, avec un côté minimaliste un peu forcé des fois, pas forcément très joli ici et là. Et je pense que du coup, ce qui était à un moment vu comme genre le fer de lance de la modernité, le minimalisme, machin et tout, était devenu un peu lassant pour pas mal de gens. Et là, One UI 7 apporte un peu plus de peps, plus de rondeur, sans non plus devenir kitsch, et s'inspire en effet d'iOS comme d'autres interfaces Android, avec par défaut un panneau des notifications séparé du panneau des raccourcis rapides. Donc une sorte de centre de contrôle comme sur iOS, un peu dédié, avec la possibilité de réagencer les rubriques comme on veut, et c'est déjà le cas aussi sur iOS, je crois. Pareil sur l'écran de verrouillage, il y a un peu plus d'options de personnalisation qui sont aussi inspirées de ce qu'a fait iOS récemment. Et par contre, à chaque fois, ils vont un peu plus loin. Et la patte Android, parce qu'ils vont un peu plus loin en termes de personnalisation à chaque fois. Parce que iOS 18, iOS 18, pour le coup, je trouve que Apple a été très loin dans la personnalisation. On peut, par exemple, sur l'écran de réglage des paramètres, celui-ci, complètement personnalisé comme je sais pas si on le voit à l'écran, mais le centre de contrôle. Vous connaissez le centre de contrôle quand on slide sur la droite de l'écran. On peut créer plusieurs pages dédiées à des usages. On peut faire des choses poussées. On peut désormais changer aussi la teinte des icônes et créer vraiment des thèmes complètement personnalisés, ce qui n'était pas possible avant. Je trouve que Apple va encore plus loin dans la personnalisation de l'écran de verrouillage. Moi, j'ai un écran plus sobre, et on peut créer vraiment des ambiances différentes avec les fonds d'écran, avec les widgets. Pour le coup, Apple, c'était vraiment leur point faible avant, la personnalisation. Et aujourd'hui, c'est carrément un point fort. Alors, effectivement, il y a des Android qui vont un peu plus loin, des fois, sur des choses un peu plus poussées. Mais Apple permet vraiment aujourd'hui de créer des interfaces différentes en fonction de son envie et ses goûts. Et Samsung s'en inspire un peu de ça, on le sent clairement. Même dans les widgets, en effet, ils sont plus ronds aussi, à la patte Apple, alors qu'à la base, les widgets, ça vient d'Android depuis de très longtemps. Mais ce que je voulais dire en termes de personnalisation, c'est par exemple ce centre de contrôle, ou cette séparation entre le centre de contrôle et les notifications sur One UI 7, ça reste possible de les réunifier pour avoir un Android un peu plus classique, historique. On peut revenir à l'ancienne si jamais ça nous plaît pas. Mais là où je vais dans ton sens, clairement, je peux pas lutter. C'est qu'aujourd'hui, Apple Intelligence est absent des iPhones. Pas encore disponible en France et en Europe. Sur 18.3, voilà, ou 18.4, pardon. Je me suis trompé parce que 18.3 vient de se déployer. Et à l'inverse, Samsung est aujourd'hui le smartphone, en tout cas le Galaxy S25, le plus évolué avec en termes d'intégration sur plein d'aspects différents. Et ça marche bien en vrai, je pense globalement. Que les utilisateurs d'iPhone sont un peu jaloux aujourd'hui. Il y a parce que ce qui est bien, c'est qu'ils admettent le côté Google du truc, parce qu'avant ils essayaient un peu de l'occulter. L'année dernière, on parlait beaucoup de Galaxy AI et ils étaient vraiment pas clairs au début, au lancement, pour dire ce qui était Samsung et ce qui était Google. Maintenant, il y a quand même, on assume.
c'est Gemini derrière et tout. Beaucoup de choses se font plus facilement. La retouche photo, ils te disent les photos bombeurs pour les effacer et tout. Je t'ai montré l'exemple là et tout. J'ai pris un selfie avec Hugo et toi derrière. Alors toi, il t'efface assez classiquement, mais il y avait un mur blanc derrière toi, donc c'était ok. Et en un bouton, il les repère les deux personnes en arrière-plan qu'il faudrait effacer. Désolé Grégoire. Non mais je vois que je n'existe pas dans cette rédaction. Et il efface Hugo qui était assis sur une chaise de bureau et derrière, il arrive à recréer la chaise de bureau, mais sans truc fantasque ou quoi. C'est vraiment hyper bluffant. Et moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment bluffé sur l'IA sur Samsung. Le premier, c'est lorsqu'on appelle quelqu'un dans une langue étrangère, l'appareil peut traduire en temps réel. Ça, c'est depuis l'année dernière. Voilà. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est depuis l'année dernière. Et mais ça t'a vraiment servi par contre ou pas? Non, j'ai fait un test, mais c'était cool. Parce que. Mais je pense que ça peut servir si tu dois réserver, pardon. Tu sais qu'au Japon, souvent, on doit réserver les restaurants par téléphone. Il y a des situations comme ça où appeler un hôtel, où en fait, ça peut peut-être être très très utile. Et l'autre chose que j'ai vraiment trouvé très cool, c'est qu'on peut copier le style d'une photo. Voilà, si on trouve une photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, on aime bien l'univers, on aime bien le ton, on peut copier le style et l'appliquer sur des photos à côté. Okay. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un vrai usage aussi. Et on peut garder, un peu comme les luttes, ceux qui sont photographes connaissent, on a des styles qu'on peut appliquer comme ça. Il y a des choses comme ça, je trouve. Il y a Romain, après on va passer à la photo. Rapidos juste sur un truc, sur le stylet aussi, je le mets dans la partie logicielle pour le S25 Ultra. Alors, je pense que vraiment pas tant de personnes que ça utilisent le stylet, mais ça reste quand même un argument marquant pour la gamme Ultra. Ouais, ce stylet, exactement. Même si, alors il faut encore vérifier ça sur la perte ou pas des fonctions Bluetooth, parce qu'apparemment c'est Fred de chaîne YouTube, Fred, ils en ont parlé ce matin avec Edouard dans la matinale, mais qui disait que le S Pen avait en fait toujours les fonctions Bluetooth, mais c'est juste que Samsung les a pas activées ou quelque chose comme ça, donc on va voir si c'est possible, je sais pas. Donc il faudrait creuser ça. Pour le moment, mais en tout cas, de Samsung, c'est qu'il y a plus. Il y a plus, exactement. Et celle qui était très pratique, et d'ailleurs j'en parlais à Brandon, que vous connaissez le Proctor, B. Ouais, et le B. Et il disait que lui, il utilisait beaucoup pour les photos à distance. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup utilisé cette fonction habituellement avec des Ultras. Et là, donc il y a toujours le stylet qui est toujours pratique en tant qu'utilisateur de S25 Ultra, mais sans les fonctions Bluetooth, a priori. Seulement 1% d'utilisateurs utilisaient ces fonctions. Okay, j'ai un peu du mal à y croire. Moi aussi, mais... On va passer à la photo, les amis. On n'est pas sur les mêmes configs photo, il me semble. Le S25 Ultra a quand même plus de polyvalence photographique. Matériellement parlant que l'iPhone. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce S25 Ultra sur la photo en termes de capteurs et sur les premiers essais qu'on a fait? Le S25 Ultra, c'est toujours comme l'année dernière et comme l'année d'avant et comme l'année d'avant. Il y a plein de capteurs, avec notamment un capteur principal de 200 mégapixels qui vient de chez eux d'ailleurs, qui vient de chez Samsung, c'est fait maison. Les autres, je sais pas si c'est eux, Sony, encore un autre fabricant, mais voilà, le capteur de 200 mégapixels, c'est leur bébé. Et surtout, t'as deux grossissements optiques, donc à x3 et x5. Le x10 est très ok aussi dans la plupart des situations, même s'il est géré numériquement maintenant. Bon, le x100 on s'en fout, en vrai, le x30 on s'en fout aussi. C'est pour c'est gadget quoi. Je sais pas jusqu'à où va l'iPhone 16 Pro Max en zoom, mais bon, mais c'est pas un argument le x100. En vrai, c'est pas un argument le x100. C'est un gadget. C'est vrai qu'on réfléchissait aux points forts et aux points faibles de chaque appareil. Parce que c'est vrai qu'au-delà de la technique, on regarde le nombre de mégapixels, on regarde l'ouverture des optiques, on regarde toutes ces choses-là. C'est cool, c'est intéressant et ça a un vrai impact. Mais on voit par exemple que là, pour le coup, la technique parle sur le zoom. Le Galaxy S25 est meilleur en zoom. L'iPhone 16 Pro. Après, il n'y a pas de surprise. Il le gère optiquement jusqu'à x5. Pas de surprise. Mais à l'inverse, typiquement, le capteur 200 mégapixels sur l'iPhone pourrait être un point fort pour les basses lumières, la photo de nuit. Mais l'iPhone est meilleur car il a tendance à moins lisser les photos et à rendre les photos plus naturelles en basse lumière. Il se débrouille mieux. Donc on sent qu'il y a aussi le logiciel qui compte. Ouais. Après, on l'a vu sur le le comparatif géant qu'on a fait entre 4 smartphones ultra haut de gamme, Pixel, Oppo, Samsung, Apple, et encore une fois Samsung alors Samsung gagne très souvent. Nos blind tests, Samsung S24 Ultra a mis une pâtée à l'iPhone 16 Pro Max qui a fini bon dernier. Les Samsung gagnent très souvent, sauf quand il est face au Huawei.
Ou Honor aussi, il faudrait en faire un peu plus. Bah, c'est marrant parce que tu vois, il y a Mr. Woos The Boss qui est un des youtubeurs tech les plus connus en langue anglaise. Je vous encourage à aller le voir de temps en temps. Il a fait un gros comparatif entre le 16 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra. Et dans son comparatif, c'est l'iPhone 16 Pro Max qui gagne. Ça se trouve, c'était un blind test aussi alors, je sais pas. Si c'était un blind test, je me dis c'est possible parce qu'on a déjà vu des smartphones, des challengers pas du tout attendus quand MKBHD faisait des blind tests. Il y a un Poco qui avait gagné déjà et tout machin. Donc des fois, je pense aussi. Ça dépend des conditions. Des conditions, et puis je pense des fois juste du public qu'on a et tout. En tout cas, chez Frandroid, ou est-ce qu'on peut parler pour la France, je ne sais pas. Notre panel Frandro, c'est vrai que le S20, le traitement Samsung des couleurs est vraiment attire l'œil, alors que consciemment les gens vont te dire non, j'aime pas trop la saturation des couleurs à foison. C'est pourtant ce que Samsung fait souvent. Et ça plaît. C'est vrai qu'on se dit souvent l'iPhone il n'excelle pas dans un domaine précis de la photo. Par contre, il est bon partout. Et d'ailleurs en vidéo, pour terminer sur la photo et la vidéo, c'est important. L'iPhone reste la référence. Donc si vous êtes vraiment un adepte de la vidéo, que ce soit en tant qu'amateur mais aussi en tant que professionnel, l'iPhone permet de faire plus de choses, donne des meilleurs résultats. Et même si Samsung a fait des gros efforts en intégrant HDR 10 bits et les profils colorimétriques log exactement pour de retraiter en post-édition les vidéos. Voilà. On va passer aux performances. On a d'un côté les puces faites par Apple lui-même et d'un autre côté Snapdragon. Apple Silicon non. Non, c'est la 18. Donc là on a une maîtrise à la fois matérielle et logiciel du côté d'Apple, et ça donne quoi la 18 dans un iPhone 16 Pro Max? Moi je viens de finir les benchmarks du Galaxy S25 Ultra qui sont en ligne sur Frandroid, et je les comparais effectivement à l'iPhone 16 Pro parce que j'avais également testé l'iPhone 16 Pro. J'en ai profité pour refaire les tests. Et c'est en fait depuis plusieurs années on était habitué à ce que Apple ait une longueur d'avance avec ses puces Apple A, et en fait depuis 2-3 ans c'est plus le cas. C'est-à-dire que les puces Qualcomm ont une longueur d'avance par rapport aux puces Apple. Et là, on l'observe clairement. Je ne sais pas si vous avez vu le graphique qui va pas encore, il va arriver d'ici quelques secondes, je pense, avec Arnaud qui va... bluffant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une puce Snapdragon 8 Elite qui est devant Apple pour tout, quasiment. Que ce soit le GPU, le CPU, même le NPU, ça dépend. C'est plus compliqué à analyser les performances d'un NPU, la puce dédiée à l'intelligence artificielle. En tout cas, Qualcomm c'est moins concret, quoi, on dirait. Aujourd'hui, il y a plusieurs exactement. De le calculer et tout, ça c'est exact. Etc. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Qualcomm a fait un excellent boulot, mais il ne bénéficie pas qu'à Samsung, quoi. Là, on a vraiment un Snapdragon à côté à 18 de l'autre. Le Snapdragon. On en a parlé un peu tout à l'heure. Mais on peut revenir dessus. Ça reste une puce, ça reste une excellente puce. Pas de problème en termes de performance brute. C'est juste que du coup, ce n'est pas ce qui se fait de plus puissant du coup en termes de puissance brute. On a vu déjà, alors qu'on est qu'en janvier sur fin janvier, mais on est qu'en janvier 2025, et on a déjà vu mieux. Avec la même puce sur d'autres téléphones en termes de puissance brute. Par exemple, le ROG Phone, mais le ROG Phone, parce que c'est une bête de puissance qui est faite vraiment en mode il y a un ventilateur, machin et tout. Ils ont cherché un équilibre, une efficacité un peu meilleure de la puce. Ils n'ont pas été chercher les petits pourcentages en plus, quoi. Et du coup, c'est là. On Exactement. voulait vous montrer. On voit l'iPhone 16 Pro Max en haut et on voit le Galaxy S25 Ultra en bas. Et ça, c'est une synthèse, une moyenne pondérée de plusieurs benchmarks synthétiques. Dédié à l'IA. Ça permet de comparer les téléphones. Dédié à l'IA, n'est-ce pas? Non, ça c'est pas dédié à l'IA. Ok, autant pour moi. Oui, c'est après. C'est CPU, GPU, NPU. Oui. C'est vraiment les performances l'ensemble de la puce. Et on voit que quand même le Galaxy S25 Ultra avec sa puce Qualcomm est devant, sachant que le S25 Ultra est la puce, comme on l'a vu un peu plus tôt dans l'émission, la moins puissante de tous les smartphones. Ça vous donne une idée du 8 Elite, ce qui peut faire le 8 Elite par rapport à un Apple A18. Je pense que Apple reste derrière maintenant Qualcomm concernant la puissance de ses puces. Par contre, elle ne tourne pas sur le même système, donc il faut quand même le dire.
Apple va optimiser un peu plus aux petits oignons leur système. Et c'est ce qu'essaye de faire peut-être Samsung avec le Ford Galaxy de son Snapdragon, mais c'est sur du détail et en effet, Ulrich fait bien de le rappeler, c'est difficile de comparer matériellement ces deux puces alors qu'on n'est pas sur la même OS. Et on sait que les puces sont étroitement liées à l'autonomie. Et du coup, on va parler de l'autonomie et de la charge des deux téléphones. Des puces bien optimisées, ça permet aussi d'avoir des téléphones plus endurants, qui chauffent moins. En termes d'autonomie, Apple a longtemps été critiqué à une époque sur l'autonomie de ces téléphones. Ça remonte à longtemps. Voilà. Franchement, ils ont fait des efforts considérables, on peut le dire. Samsung, on le sait qu'avec Exynos, c'était pas non plus hyper efficient, je trouvais. On est reparti sur du Snapdragon. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui un iPhone 16 Pro Max, en termes d'autonomie et de charge? Tu vas peut-être ajouter un truc, Omar? Ouais, je voulais juste préciser que les deux sont gravés en 3 nanomètres. 3 nanomètres. 3 nanomètres. Parce que là, on vient de sortir le test de la RTX 5080 qui est gravé en 4. On voit qu'en capacité énergétique pure, le Galaxy a du coup 315 mAh de plus que l'iPhone, ce qui n'est pas énorme. En soi, ça veut même rien dire si la puce d'Apple est extrêmement bien optimisée. Et encore une fois, les OS ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes. Par exemple, les 45 watts du Galaxy sont atteignables seulement avec les chargeurs Samsung. Officiels, oui. On atteint à peu près, moi j'ai mesuré 32 max avec un chargeur classique. Et l'iPhone 16 Pro Max, il monte jusqu'à combien en termes de puissance de charge? Et 27 watts, je crois. Jusqu'à 27 watts. Dans tous les cas, je trouve, moi, ces deux valeurs décevantes. Ces deux valeurs décevantes à l'échelle du très haut de gamme. Quand on compare aux constructeurs chinois, les constructeurs chinois ils ont 120 watts maintenant. Capacité de batterie beaucoup plus importante. Ils montent jusqu'à 7000 mAh avec des nouvelles générations de batteries. Ils montent à 120 voire plus watts de charge rapide. Les charges sans fil également plus rapides. Tout ça, il y a quand même un truc où l'iPhone est meilleur que le Galaxy. Et c'est dommage pour Samsung, c'est que c'est déjà le premier à avoir intégré la norme Qi 2, donc la norme sans fil Qi 2, qui offre une puissance de charge sans fil plus importante, qui a aussi le côté magnétique, pour pouvoir mettre des accessoires et surtout des batteries externes. Et qui existe sur le S25 Ultra. Mais à une condition, donc le S25 Ultra profite de Qi 2, mais si tu as une coque adaptée, il faut Qi 2 ready. Oui, c'est ça, en gros, c'est un peu ça. Dommage, donc tu peux le charger en mode MagSafe le S25 Ultra, mais il te faut la coque dédiée et tout. Tu peux monter à 15 watts, je crois un peu plus. C'est 15, peut-être 25, mais j'ai un doute. Il faut vraiment la coque. En fait, il est Qi 2 ready, ce qu'on avait jamais. Qi 2, pour rappel, c'est la nouvelle norme qui promet des vitesses de charge plus rapides et qui promet aussi le système magnétique avec une compatibilité avec plein d'accessoires. Et sur ça, iPhone n'a pas besoin d'une coque spéciale pour ça et tout. C'est dans le téléphone de base. C'est l'iPhone qui a défini la norme presque. Sur un usage modéré, on est en droit d'avoir combien d'heures, de journées, deux si tu vraiment tu fais pas du tout grand chose avec. Une journée et demie sur un usage classique pour le Samsung. 6002. La chose qui a évolué et qui est pas mal, c'est que les deux, maintenant avec One UI 7, permettent de compter le nombre de cycles de batterie et l'usure de la batterie. Et ça, la capacité maximum. Ce qui est similaire au score iOS de ta batterie. Permet de le faire. Maintenant, One UI 7 permet de le faire. Et je trouve que c'est une bonne donnée parce que c'est quelque chose qui nous était caché jusqu'à maintenant. Et quand on a des garanties ou qu'on veut changer sa batterie, on peut aller voir le support client en disant mais regardez, ma batterie elle est usée. Et dans les deux cas, en fait, on n'est pas sur des champions max de l'autonomie. Il y a plein de constructeurs qui font mieux sur du haut de gamme et évidemment aussi plus sur des tarifs abordables. Mais sur le haut de gamme, il y a plein de constructeurs qui font mieux. Je dirais juste peut-être qu'il y a cette chose qui entre en jeu, c'est que Apple, alors sans annoncer officiellement, on s'attend à 7 ans de mise à jour. 7 jours de mise à jour. À 7 ans de mise à jour. Vite obsolète. Chez Apple, même s'il me semble que ça n'a jamais été officiellement dit. Et par contre, chez Samsung, c'est officiel, c'est 7 ans de mise à jour, c'est annoncé, etc. et tout. Donc, dans les deux cas, on a une longévité de support logiciel qui fait que peut-être sur la batterie, ils osent pas. Ils osent pas d'un côté comme de l'autre aller trop loin en termes de capacité et tout parce qu'ils ont peut-être peur de maîtriser, moins bien maîtriser l'usure de la batterie. Moins de risques. Et en plus, on parle de deux marques qui ne sont pas chinoises, une marque américaine, une marque sud-coréenne, et la chaîne de valeur de la batterie, c'est la Chine qui l'a quasiment dans sa totalité. Donc c'est la Chine qui a le pouvoir là-dessus. Tu peux limiter la charge à 80-90% tous les jours, ce qui va limiter l'usure de la batterie. On va finir par le prix. Je sais qu'Omar, toi derrière, tu as des contraintes
personnel. Il est 18h30. Ouais, C'est pour ça qu'on peut avancer peut-être et parler du nerf de la guerre, qui est le prix. Combien ça coûte aux gens, ça tape à combien dans le portefeuille, et on peut le voir à l'image. On a d'un côté un 1399 dans sa version 256 Go, on le rappelle, du Galaxy S25 Ultra, et 1479 € pour l'iPhone 16 Pro Max. Quelle capacité de stockage 256 également. Okay. Et par contre, il y a une différence, c'est que effectivement le Samsung, on peut monter jusqu'à on peut monter jusqu'à 1 Teraoctet, mais ce qui est aussi je crois le cas sur l'iPhone, voire ok, ouais, il y a moyen. Mais en fait non, c'est que sur iPhone, tu as le choix de la taille de ton téléphone. Le Pro sans le Max, juste le Pro, fournit la même partie photo aujourd'hui, les mêmes performances. Ce qui n'est pas le cas sur Samsung, où ils ont il y a une différence. Deux gammes différentes. On a les classiques et le Ultra de l'autre côté. Il n'y a que 3 modèles chez Samsung, il y en a 4 chez iPhone. Tu peux baisser le prix, là tu peux payer 100 balles de moins, je crois, pour la version mais si Ultra. Si tu veux cette diagonale, par contre, c'est Samsung qui est. Mais après, je suis pas sûr que ce soit un vrai argument non plus, parce qu'à partir de ces tarifs-là, c'est pas. On est quoi, 50, 60, j'ai pas vu. Il y a 80 balles d'écart. 80 balles d'écart. T'as déjà mis 1400 balles dans ton téléphone. Est-ce que c'est les 80 € de plus qui vont te faire peut-être pas et tout, je sais pas, je pense vraiment pas. Ce qu'on constate, c'est que l'évolution des prix chez Samsung a une courbe un peu plus descendante, qui va plus vite vers le bas. Oui, aussi globalement. Donc en effet, on peut attendre quelques semaines, mois pour Samsung et avoir des tarifs déjà assez. Il y a déjà des offres de malade, par exemple l'offre de précommande qui permet de doubler son stockage pour le même prix. Ça, vous le verrez jamais chez Apple. Ah bah non. C'est pas leur. Les précommandes d'Apple, ça fait pas de bonus. Donc le prix est en vrai plus bas même que ce qu'il est aujourd'hui chez Samsung. Donc désolé, mais j'ai pas un argument de prix et ça sera jamais le cas. Sauf certains produits exceptionnels chez Apple, mais l'argument prix n'est jamais un argument chez Apple. Non, il y a que le Mac Mini ou ça. Et iPad Air peut-être. Voilà. Et peut-être AirPods. Mais toute la gamme de produits Apple, quoi. En vrai, les iPhones, c'est rarement le cas. Il y a, par contre, dans l'occasion, ils ont des générations d'iPhone qui gardent des prix quand même assez hauts. Bah écoutez messieurs, merci. Il n'y a pas de conclusion marquée. Non, je dirais. mais on a mis les points forts et faibles des deux côtés, tant pour l'iPhone que le Samsung. Ça permet d'avoir une bonne big picture, si je puis dire, des deux téléphones qui sont vraiment les deux fleurons des gammes respectives d'Apple et de Samsung. Ça fait un joli comparo qu'on a l'habitude de faire souvent à l'écrit, plus rarement sur Twitch. C'est cool comme format aussi, je trouve. C'est un autre exercice. Il y a Ulrich qui monte les téléphones, mais en fait les caméras ne sont pas sur lui. C'est bon.